Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le samedi 9 avril. Merci de votre attention et de votre fidélité. C'est décidément un nouveau mode de consommation, peut-être même une nouvelle pratique culturelle qui s'installe en Guadeloupe. Les marchés aux puces. Chaque ville, chaque commune entend développer le sien. La ville des Abîmes tente, elle, de réinstaller son marché en utilisant le créneau jusque-là peu utilisé du samedi. Karine Gielman. Des puces aux abîmes chaque mois, c'est l'ambition d'une association abîmienne, 1000 l'idée. Des tentatives de marché de l'occasion ont déjà été réalisées dans la commune, mais jusque-là peu suivies. On essaiera de le faire plus régulier pour avoir un peu plus de monde et que les gens s'habituent comme les autres communes. C'est une demande. Nous nous sommes dit que les autres communes organisaient leur marché le dimanche et il y avait un creux. Alors on a décidé avec l'association 1000 idées dont je suis la présidente d'organiser le samedi. Il y avait une place à côté. Là ça va démarrer peut-être bien positivement. Il veut dire c'est peu que ça continue. Mais ce n'est pas la première fois, comme les gens ne viennent pas vraiment. Donc à un moment, ils avaient arrêté. Là, ils vont recommencer, mais pour que ça puisse durer. Et j'ai dit, bon, je viens faire un tour pour voir comment ça se passe. Voilà. Ça va, vous êtes contente? Pour l'instant, oui. Très contente. Cette fois, l'association met plusieurs atouts de son côté. La plupart des autres marchés aux puces de Guadeloupe se déroulent le dimanche. Ils s'installeront donc le samedi à l'entrée du bourg et surtout, ils souhaitent favoriser les objets anciens. Malgré un temps maussade, près de 20 exposants sont attendus. Et ce marché aux puces des Abîmes se tient jusqu'à 16h cet après-midi, selon le programme en tout cas. Et un prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé au 11 juin prochain. Il faisait lui aussi en quelque sorte son marché en Guadeloupe durant 2 jours. Alain Juppé, candidat aux primaires de son parti Les Républicains, a sillonné le pays à la rencontre de ses amis politiques, mais également du monde socio-économique. Hier, l'ancien Premier ministre a notamment tenu une conférence auprès des chefs d'entreprise pour entendre d'une part leurs doléances et avancer quelques idées, quelques propositions de son programme présidentiel. Jacques Damprobe. L'exercice n'est pas nouveau, c'est presque un éternel recommencement. Tous les secteurs d'activité sont représentés. De la grande à la très petite structure, les chefs d'entreprise sont venus exposer leurs attentes et leurs espoirs auprès du candidat à la primaire des Républicains et du centre. Tour à tour, les orateurs se succèdent, les interrogations et les doutes se ressemblent. En matière de charges sociales qui sont trop lourdes, même si il y a des exonérations, il faut prendre en compte le système de formation vis-à-vis des chefs d'entreprise qui ne peuvent pas accueillir dans de bonnes conditions les apprentis. Il faut revoir tout ça. 80% des entreprises guadeloupéennes comptent moins de 20 salariés. Les plus fragiles souffrent notamment des délais de paiement des collectivités territoriales. Mais les chefs d'entreprise n'ont pas que le larme à l'œil, ils ont aussi des propositions à formuler. Aujourd'hui, nos entreprises ne trouvent pas d'accompagnement financier suffisant à leur développement. Aussi, je prends un exemple, quand il s'agit de commander une marchandise en métropole, nous, on est obligé de faire des stocks de 3 mois. Or, en métropole, c'est 48 heures. Donc, et ça, on ne trouve pas d'accompagnement pour financer les besoins de stock que nous avons chez nous. Donc, nous proposons des solutions. Et particulièrement de manière à ce que nous puissions bénéficier de l'assurance crédit. Et une des solutions, pour vous donner un exemple, c'est le groupement d'achat, effectivement, en termes de coopérative financière d'achat. Alain Juppé a écouté et pris note. Il a même avancé quelques propositions d'ordre général, la baisse des charges, la création d'un CDI sécurisé et le paiement des marchés publics qui serait avancé par la Caisse des dépôts et consignations. Mais Juppé, ce n'est pas le Messie. Il faut que le territoire lui-même construise son plan de développement économique avec la solidarité de l'État, avec également la solidarité de Bruxelles. Je me suis engagé là aussi à revoir ou à obtenir une révision rapide et rétroactive de ce qu'on appelle le règlement général d'exonération par catégorie, RGEC,
voilà, qui est un dispositif qui néglige totalement les réalités de ce territoire et risquerait de remettre en cause toute une série d'aides sans lesquelles cette économie ne peut pas fonctionner. Alain Juppé ne sera pas le dernier candidat à se présenter devant les représentants des chefs d'entreprise guadeloupéens, mais il semble tout de même avoir recueilli un avis très favorable. C'est désormais l'affaire qui agite les mondes politiques et socio-économiques du Sud Basse-Terre plus particulièrement. Le fameux projet d'un centre commercial à Gourbert porté par le groupe Bernard Ayotte soulève des oppositions telles que celle de l'Association des commerçants de Basse-Terre qui cette semaine a révélé les failles notamment du site sur lequel doit être érigé ce centre. Luc Adémar, le maire de Gourbert, était hier l'invité de notre édition de 19h. Il a réfuté ces arguments et rappelé que le projet avait suivi une procédure transparente. On l'écoute. L'Union des commerçants. L'Union commerçante relève d'un organe consulaire, la Chambre de commerce. Le choix de ce groupe GBH a été fait dans le cadre de cet organe consulaire. Je n'oublierai pas, en 2008, il y avait plusieurs porteurs de projets. Parmi ces porteurs de projets, il y avait même un porteur de projet américain. C'est le groupe GBH, de par véritablement la nature de son projet et surtout les perspectives qu'offrait ce groupe, que ce groupe a été retenu. C'est un débat qui se situe donc à l'intérieur de la Chambre consulaire. Et je n'oublierai pas que ce jour-là, la plupart des commerçants étaient d'accord parce qu'il y a un droit préférentiel qui a été reconnu pour les commerçants de Basse-Terre. Donc s'il y a un débat aujourd'hui de ce projet-là, comprenez bien, moi ça m'amuse parce que ça ne serait pas passé dans une salle de spectacle. Ça s'est passé au sein de la Chambre consulaire. Parce que la Chambre consulaire qui porte ce projet, véritablement, le soutien, a mis en place tout ce qui a trait à un dispositif pour permettre véritablement l'essor du commerce dans le sud Basse-Terre. Ce que je voudrais tout simplement ajouter à ce niveau-là, c'est que sur le plan de tout ce qui a trait au règlement d'urbanisme, ça c'est l'action politique. Pourquoi Gourbert intervient? Gourbert intervient pourquoi? Parce que c'est le hasard qui veut que Gourbert soit un lieu stratégique de développement du sud Basse-Terre et que ce terrain se trouve sur le territoire de Gourbert, à l'entrée du sud Basse-Terre. Gourbert est vraiment celui qui doit jouer un rôle prépondérant dans le développement du sud Basse-Terre. Est-ce que le maire de Gourbert peut rester insensible à un porteur de projet privé qui vient injecter plusieurs millions dans le secteur économique, qui vient porter l'espoir justement d'un développement d'emploi qui est une exigence aujourd'hui? Est-ce que la commune de Gourbert peut rester insensible? Dans l'actualité sociale, la grève se poursuit à Canalanty. Grévistes et directions se sont rencontrés sous l'égide de la direction du travail. Mais depuis, les deux parties se livrent à une véritable guerre de communiqué, guerre d'information, notamment sur le sujet de la réintégration de la salariée licenciée pour faute grave. Et puis à Pliane-Gosier, le collectif des habitants qui s'oppose à la construction de 90 logements sociaux par la SEM-Samar est toujours mobilisé. Le chantier a été rouvert il y a 2 jours par les forces de l'ordre, mais hier, une rencontre entre ses opposants et le maire du Gosier n'a pas abouti à une solution d'apaisement. On notera cependant que désormais les manifestants que nous avons interrogés depuis le début de ce conflit parlent bien plus de titres de propriété du terrain par une famille qui s'estime spoliée, plus que des considérations notamment sur la problématique de l'évacuation des eaux usées. Comment bien vieillir en Guadeloupe? Le sujet est d'intérêt puisque le vieillissement de notre population est aujourd'hui un sujet économique, socio-économique même majeur. C'est aussi une question de santé, c'est en tout cas par ce prisme que la municipalité de Sainte-Rose a abordé la question aujourd'hui dans une conférence débat autour de l'activité physique, de l'alimentation ou encore du sommeil, des thèmes qui ont fait l'objet d'échanges avec des professionnels de santé. Éric Pommier. 31% de la population française aura 60 ans en 2030 et dépassera largement le nombre de jeunes, 21% en 2030, d'où une conférence débat salle Beaupertu à Sainte-Rose autour du thème « Comment bien vieillir en Guadeloupe ». La salle est comble, le public bien sûr est essentiellement composé de seniors hommes et femmes, sensibles et surtout tous conscients d'un enjeu de santé à prendre en considération.
Alors en Guadeloupe, on vieillit bien, heureusement, parce que nous avons constaté que nous avons une population âgée qui est en forme, qui est active, qui n'est pas sédentaire. Mais notre souci, c'est que la Guadeloupe va vieillir de plus en plus. Et nous allons devenir dans quelques années, d'ici 2030, le 4e département, 3 ou 4, le plus âgé de France. Donc nous avons quand même des devants à prendre, parce que parallèlement à ça, nos personnes âgées ont beaucoup de pathologies chroniques, diabète, hypertension, beaucoup de douleurs. Donc c'est important de faire passer ce genre de message. De tous les paramètres liés à la problématique de bien vieillir, l'accent a surtout été mis sur la qualité du sommeil et ses vertus réparatrices, et donc sur une hygiène de vie à respecter. Et c'est d'autant plus intéressant de faire passer ce message de prévention parce que souvent on fait des conférences et des manifestations autour des pathologies, diabète, hypertension, mais la prévention est aussi tout importante pour pouvoir justement avoir les armes pour soi, mais aussi pour les nouvelles générations qui viennent, puisque ce sont des messages que l'on pourra passer aussi à nos enfants et à nos petits-enfants. Dormir en effet moins de 6 heures régulièrement, c'est indubitablement se mettre en danger et ainsi augmenter considérablement les chances de maladie, diabète, cancer ou problèmes cardiaques. Bien vieillir passe par une alimentation saine et bien sûr par une activité physique régulière. On en vient à l'actualité dans notre grande région en allant d'abord faire un tour au Pérou. Il sera question de l'élection présidentielle, la prochaine, à laquelle se présente la fille de l'ancien président Fujimori, et c'est une candidature qui ne laisse pas indifférent, vous verrez pourquoi. Et puis il sera question aussi de l'inquiétant dossier de l'obésité à la Dominique. Pérou, une sulfureuse candidate. Son père est en prison pour crime contre l'humanité et deux de ses oncles et une tante en fuite pour association de malfaiteurs. Keiko Fujimori, candidate à l'élection présidentielle, est l'héritière d'un clan dont le patriarche, Alberto Fujimori, président de 1990 à 2000, compte à son actif un coup d'État, un programme de stérilisation forcée et des faits de torture et d'espionnage sur ses opposants. Pour ces faits, son père purge une peine de 25 ans de prison. Mais cela ne devrait pas empêcher Keiko Fujimori d'être élue à la présidence du Pérou à l'issue du scrutin dont le premier tour a lieu dimanche. Elle est déjà créditée de 34 à 41% des intentions de vote, car elle est associée aussi à la stabilité économique de la période où son père était aux affaires. Résultat ce dimanche au Pérou. À seulement 4 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, entre le 5 et le 21 août, les ventes des billets ne décollent pas. Seulement la moitié des billets a été vendue à ce jour et seuls 12% des billets pour les Paralympiques ont trouvé preneur. La portée symbolique des Jeux 2016, il s'agira des premiers JO d'été organisés en Amérique du Sud. Et les intenses préparations du pays à cette compétition, financée à 57% par des fonds privés et à seulement 43% par des ressources publiques, n'ont pour le moment pas suffi à motiver la population. Mais depuis la désignation de Rio en 2009 pour accueillir les Jeux, le Brésil a été secoué par plusieurs crises importantes. Le pays fait aujourd'hui face à une forte récession et le gouvernement est paralysé par une crise politique sans précédent. La présidente Dilma Rousseff est menacée de destitution. Le pays doit faire face à une épidémie de Zika qui touche déjà plus de 1,5 million de Brésiliens. Contexte tendu donc, qui n'incite pas à l'euphorie de la fête olympique. Le ministre de la Santé, le Dr Kenneth Darroux, a exprimé son inquiétude sur la question de l'augmentation de l'obésité infantile en Dominique. Dans une allocution donnée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le ministre informe que le diabète est l'une des plus grandes urgences de santé mondiale du XXIe siècle et que l'obésité chez les enfants et aussi chez les adultes à la Dominique augmente à un taux alarmant. Le docteur Darroux précise que l'obésité chez les enfants de moins de 5 ans a augmenté de 9% depuis 2009 et que 10% des adolescents de 13 à 15 ans sont obèses. Le ministre de la Santé fait part d'un vaste programme scolaire qui sera diffusé dans les écoles pour prévenir l'obésité qui devrait permettre aux familles d'améliorer leur type de nutrition au quotidien. Il a également informé de l'imposition d'une taxe de 10% sur les boissons à forte teneur en sucre et d'une vaste campagne de sensibilisation de la population à travers le slogan « Get Healthy, gardons la santé ». Néanmoins, le ministre de la Santé souligne que sans l'aide individuelle de chaque parent et de tout un chacun, les efforts du gouvernement se révéleront totalement inutiles.
On en vient à l'actualité sportive avec tout d'abord notre point quotidien sur la Transat AG2R, la mondiale, le dernier pointage ce matin avec le bateau Artemis du duo Sam Matson-Robin Leslie qui est en tête dans la traversée de l'archipel des Canaries. Nos représentants alors, eh bien, les Saintes pointent à la 9e place, Marie-Galante 11e et Guadeloupe 12e. Voile toujours avec la 7e édition des voiles de Saint-Barth. Ce sera à partir de mardi prochain. Pas moins de 1000 marins y sont attendus, dont le Guadeloupéen Rodolphe Sefo qui hier a mis les voiles pour rallier l'île du Nord. Son portrait avec Éric Pommier. Rodolphe Sefo, adepte de la régate depuis environ 10 ans, mais amoureux de la mer dès ses 5 ans, ne laisse désormais aucune compétition de renom lui filer sous le nez. Il a ainsi choisi de se concentrer sur un nouveau challenge, les voiles de Saint-Barth qui se tiendront du 12 au 17 avril prochain. Oui, les voiles de Saint-Barth, c'est une très belle compétition qui est dans la Caraïbe, qui est magnifiquement organisée, en plus sur un plan d'eau qu'on connaît très bien. Et c'est vraiment une occasion pour nous, mon équipage et moi-même, de pouvoir nous confronter à des marins très expérimentés, internationaux, qui sont quand même assez forts. Il y a des marins de la Coupe de l'Amérique avec des bateaux relativement récents, comme le Maxi 100 pieds Comanche. Donc c'est une occasion pour nous, pas très loin, de pouvoir nous confronter à ces concurrents de qualité. Ce navigateur au large et en solitaire sera à sa 5e participation, mais cette fois il sera en équipage avec une dizaine de coéquipiers à bord pour donner le meilleur du potentiel de son bateau. Rodolphe Sefo y est devenu un concurrent affûté, résultat de l'an dernier, 5e sur une vingtaine de concurrents. Il faut savoir que le classe 40 voile 44, c'est pas un bateau qui est fait pour les régates côtières, donc nous c'est plutôt un bateau qui est fait pour faire de la course au large et on se bat très bien avec le bateau qu'on a et on arrive quand même à faire de très bons résultats. Le navigateur expert de l'Atlantique et surtout de la route du Rhum aime les challenges et surtout aime naviguer tant qu'il y a l'ivresse de la compétition. Rodolphe Sefo est d'autant plus motivé que pour la première fois la compétition est ouverte aux classes 40. 3 concurrents dans cette catégorie seront de la partie. Le navigateur a bien l'intention de montrer qu'il faut faire route avec lui. Dans l'après-midi, Rodolphe Sefo s'apprêtait à larguer les amarres du quai de Pointe-à-Pitre, direction Saint-Barthélemy, soit environ 20 heures de navigation. Objectif, arriver une semaine avant le jour J, au programme sur place, cohésion de l'équipe et stratégie de course à mettre en place. Cyclisme maintenant, bref, avec la 5e manche des 6 jours du Crédit Agricole aujourd'hui. Une manche qui est disputée en 2 tronçons. Le premier s'est évidemment déroulé ce matin. Il était long de 95 km entre le Moule et les Abîmes, à Petit-Pérou exactement, autrement dit devant le siège de la banque. Et ce tronçon a été remporté par Joachim Gregorio. Il est de l'UVMG. Il a devancé Cédric Ramotte de l'USL. Cet après-midi, second tronçon, 80 km entre le Lamentin et toujours Petit-Pérou. Enfin, football, avec la 22e journée du championnat de division d'honneur. 2 résultats enregistrés hier soir. L'Amical Club de Marie-Galante a été défaite par le CSM 1-0. Les Mouliens se reprennent donc et le Sirocco continue sa remontée en battant le Red Star de Pointe-à-Pitre 2-1. Au programme cet après-midi, Juventus USBM à Saint-François, AOG Gourbert, donc Arsenal à Rivière-des-Pères, c'est à Basse-Terre bien sûr. Et puis ce soir à 20h, le CA Marquisa rencontre la Gauloise à Capesterre-Bello. Le Phare du Canal affronte l'USR, le leader et probable champion de la Guadeloupe à la fin de cette saison. Phare USR, c'est à Petit Canal et la Solidarité scolaire en fait rencontre l'Étoile de Mornalo à Bémao. Avant de nous séparer des nouvelles du temps qu'il fera cet après-midi, il y aura à la fois du soleil et des nuages au-dessus de notre archipel avec des averses, notamment sur bien ces régions traditionnelles, des grands fonds, des hauteurs de Basse-Terre, Saint-Claude, mais également la région de Dé. Les températures seront comprises entre 24 et 29 degrés. 29 degrés tout de même, notamment sur les îles Marie-Galante et la Désirade. Dans un instant, Minute Sport concocté par Éric Pommier, qui sera suivi du journal de TF1. Ensuite, vous aurez rendez-vous avec nos 2 magazines habituels, reportage et grand reportage. Et puis, je vous donne ce nouveau rendez-vous sur nos antennes, Focus Caraïbes, présenté par Caroline Romney. Il sera question dans ce numéro de la coopération dans la Caraïbe. L'invité n'est autre que Julien Mérillon du Coreca, que vous connaissez bien. Je vous souhaite une excellente après-midi sur Alizé. Bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve ce soir, 19h.